Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle épreuve. Après l'Estradé, après Paris-Nice, nous arrivons à Tirreno Adriatico. On va revenir un petit peu sur le palmarès de la course, sur ce qui peut se passer, sur le parcours avec les différentes étapes. Et puis on regardera un petit peu l'histoire de cette course. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à dire sur ce Tirreno Adriatico. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre un commentaire, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire vos favoris du côté des sprints, du côté du général. N'hésitez pas également quand vous abonnez à la chaîne à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, surtout si vous mettez toutes les notifications. Un super thanks, ça c'est pour soutenir la chaîne. Et puis EPS 2.0 c'est sur Spotify et TikTok également. Du côté, il y aura du contenu un petit peu. Surtout sur Paris-Nice. Contrairement à d'habitude, un Tirreno qui a été un petit peu boudé par certains leaders, surtout les anciens vainqueurs du Tour de France. Pas de Pogacar, pas de Vingegaard. Alors il y a quand même du bon mot de départ, mais c'est vrai qu'on avait plutôt l'habitude à ce que ça soit Paris-Nice qui soit boudé par les leaders. Et cette année, on a pas mal de monde sur Paris-Nice et un peu moins peut-être que d'habitude sur Tirreno. Peut-être que l'étape de montagne, un peu plus facile que sur Paris-Nice. Peut-être aussi que certains ont voulu changer leur programme, changer leurs habitudes. Et peut-être aussi qu'ASO a réussi à les attirer avec des sous-sous. On connaît un petit peu la technique des organisateurs pour attirer les leaders, donner des sous-sous aux équipes, ben, c'est un peu de méthode. On est sur du classique, c'est-à-dire par rapport à l'année dernière, il n'y a pas de gros changements. On a un premier contre-la-montre qui pourrait permettre de faire des écarts, une douzaine de kilomètres, contre-la-montre tout plat. Ensuite, on a 2 étapes de sprint, 3 étapes de moyenne montagne pour arriver à San Benedetto del Tronto avec un circuit et un sprint. Peut-être aussi que ce format de course désormais qui commence le lundi, qui se termine le dimanche avec cette fin où on n'a plus un contre-la-montre pour terminer, ça intéresse peut-être moins certains coureurs voilà, que d'habitude. Donc peut-être aussi ça qui fait les changements. On a également une étape de montagne qui arrive plus tôt dans la semaine. Elle arrive le vendredi. La vraie étape, la vraie arrivée au sommet de cette course, le samedi étant réservé à l'étape des monts et le dimanche à l'étape de San Benedetto del Tronto. Donc c'est un parcours peut-être qui attire moins. Moi j'ai pas une grande expérience de Tirreno, hein. Vous le savez, je l'ai dit à plusieurs reprises sur la chaîne, j'ai toujours eu du mal à suivre Paris-Nice et Tirreno. J'y arrive depuis 2 ans grosso modo. Auparavant, j'y arrivais pas. Moi, j'ai beaucoup d'expérience sur Paris-Nice, autant sur Tirreno, j'ai pas beaucoup d'expérience parce que j'ai pas souvent vu Tirreno Adriatico. Donc voilà, j'ai un peu moins d'expérience dans cette course. On espère surtout que du côté des sprints, ça sera moins merdique que l'année dernière, parce que l'année dernière, on a vu des bons sprints bien dangereux, notamment un sprint sur des pavés. J'espère que cette année, ça sera moins le bordel au niveau des sprints, parce que vraiment l'année dernière, c'était pas facile. Pour avoir des sprints de qualité, je viens de fracasser le micro. On regarde tout de suite la présentation de la course. On regarde tout de suite le parcours de l'édition 2023 de ce Tirreno Adriatico. Alors on commence avec la première étape qui est un contre-la-montre comme l'année dernière, hein. Désormais le contre-la-montre n'est plus en fin de course à San Benedetto del Tronto. Il est au départ à Lido di Camaiore. Contre-la-montre assez basique, 12 km, un aller-retour. Le premier aller se fait avec la mer sur la gauche. Le retour se fait avec la mer sur la droite. C'est un aller-retour. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce contre-la-montre. C'est pas très technique. Il y a un seul gros virage. Donc ça devrait plutôt bien se passer pour les coureurs. Toujours faire attention le long de la mer. Vous avez l'habitude. Parfois, le vent peut être un peu fort. Deuxième étape, on part de Camaiore pour aller à Follonica, étape qui devrait plutôt convenir aux sprinteurs, avec une grande montée en plein milieu, le Castellina Marittima, 12 km 3 de 9 de moyenne. J'ai toujours pas les catégories, donc c'est pour ça que là pour le moment on ne sait pas si c'est deuxième, troisième, quatrième catégorie au niveau du classement de la montagne. Il y aura également un sprint intermédiaire à Caneto en haut d'une bosse, 4 km 1 à 4% de moyenne, et puis ensuite
On passera 2 fois sur la ligne d'arrivée à 20 km d'intervalle avec une petite bosse, l'Impostino, qui pourrait permettre, pourquoi pas, à Van Der Poel de s'imposer. Mais voilà, au bout de 210 km, il faudra voir si déjà tout le monde est là. Puis il faudra voir si on arrive à faire la différence. Et puis Van Der Poel est sur sa course de reprise, donc ça peut être un petit peu compliqué sur cette étape. Étape numéro 3, Follonica-Foligno. Là est vraiment étape pour sprinter, même s'il y a le Rocastrada. En début de journée, le Passo del Lume Spanto, 12 km 5 et 4,2 de moyenne. Et puis la Foce, la Foce, 5 km 3 à 4,5 de moyenne. La fin d'étape est quand même très plate. Étape encore longue, 217 km. C'est un peu l'habitude en Italie. C'est la différence entre la France et l'Italie. En Italie, souvent, on a des étapes très longues. Le lendemain, Greccio-Tortoreto. Eh bien, une étape où on prendra un circuit. C'est assez habituel sur Tirreno d'avoir des circuits lors des arrivées. Je dirais que les 160 premiers kilomètres sont plutôt tranquilles. On a des routes en prise, mais pas de très grosses montées où on peut faire des différences. Par contre, le final, eh bien, il faudra passer à 4 reprises cette montée de Tortoreto, 4 km 6 à 4,2 de moyenne. Un Van Der Poel peut passer, mais voilà, c'est plus une étape de vallonnée. Cette étape-là, on attaque les 3 jours un petit peu difficiles de ce Tirreno Adriatico. Le lendemain, c'est la montée de Sarnano Sassoteto vers Morodoro. 168 km, pas de grande difficulté auparavant à part San Genesio. Gignesio, 5 km à 3,8 de moyenne, et le Gualdo, 4 km 7 à 5,6 de moyenne, mais c'est surtout le final avec 13 km à 7,3 de moyenne. 1450 mètres d'altitude pour cette arrivée à Sarnano Sassoteto. C'est moins difficile que sur Paris-Nice sur cette étape-là. Deuxième étape, dernière étape, l'étape des monts. Toujours assez connue, cette étape des monts, entre Otsimo Stazione, enfin autour de Otsimo, avec une montée de 5 km à 4,1 de moyenne, et pas mal de murs sur la journée. Donc voilà, c'est une étape qui est toujours très très compliquée. Avec une arrivée à Otsimo, on a 1 km 7 à 5,7 de moyenne, mais les kilomètres auparavant, il faudra les prendre aussi, pas mal de montées sur la journée. Donc voilà, c'est toujours une journée un petit peu nerveuse, l'étape des démons. C'est une étape qui prépare bien quand même sur les classiques flandriennes et ardennaises. Et puis la dernière étape, San Benedetto del Tronto. Début de journée pas mal vallonné, Cassignano, Carasai, voilà, et puis ensuite on arrive sur le circuit de San Benedetto del Tronto. Faire attention sur la fin de ce circuit, c'est un petit peu technique. Le sprint également de l'étape 2 est technique. Il y a pas mal de virages, donc il faudra faire attention sur ces 2 sprints là. Et puis donc on aura fini après 7 jours de course de ce Tirreno Adriatico. Du côté de la météo, on va se concentrer sur la première étape. Le ciel sera nuageux avec un risque de 65% de pluie. Donc il y a quand même un risque important qu'on ait des gouttes sur le parcours. C'est toujours un peu chiant sur un contre-la-montre, parce que ça veut dire que peut-être que certains partiront sur le sec et d'autres sur le mouillé. Donc on verra, les ordres de départ pourraient être influencés par cela. Surtout on aura du vent, pas mal de vent, entre 25 et 45 km/h, qui sera de dos sur la première partie de parcours, puis de face sur le retour. Là aussi, le vent, il peut forcir au fur et à mesure de la journée, ou être de moins en moins fort, donc ça peut rendre les conditions entre les coureurs pas forcément équitables. Donc l'ordre de départ aura une importance pour cette étape. Sur le reste de la semaine, un temps qui sera très nuageux, avec parfois de la pluie. C'est vrai que vendredi, jeudi, vendredi, on pourrait avoir de la pluie sur le parcours. Par contre, des températures qui seront plus clémentes que sur Paris-Nice. On devrait être entre 7 et 10 degrés, alors que sur Paris-Nice, on aura du mal sur certaines étapes à dépasser le zéro. Donc voilà, si vous êtes frileux et que vous avez choisi Tirreno Adriatico, vous avez plutôt bien fait par rapport à Paris-Nice. On regarde le palmarès de cette épreuve. Alors c'est une épreuve qui est quand même plus récente que Paris-Nice. Elle date de 1966. Elle a été créée en fait pour préparer les coureurs italiens à Milan-San Remo, parce que dans les années 50-60, il y a eu une grosse période de disette où les Italiens ne gagnaient plus Milan-San Remo. Donc les Italiens se sont dit, tiens, si on faisait une course sur notre territoire avant Milan-San Remo,
pour préparer les coureurs pour qu'ils aillent jusqu'à Milan-San Remo. Alors au départ, ça ne s'appelait pas Tirreno Adriatico, ça s'appelait la course du Sud parce que c'était la seule course italienne qui se déroulait dans la moitié sud du pays. Puis la course est de plus en plus remontée un peu plus au nord. C'est vrai que maintenant la course est plutôt dans le nord de l'Italie que dans le sud. On passe notamment par la Toscane. Et au départ, elle faisait 3 jours, désormais elle fait 6 jours, même si à une époque elle durait 8 jours. Tirreno Adriatico a eu parfois des durées un petit peu plus longues que maintenant, où c'est 7 jours. Et puis à une époque, le départ c'était le mercredi, désormais on démarre le lundi. Premier vainqueur, c'était Dino Zandegou devant Vito Taccone et Rolf Maurer. On a eu la domination dans les années 70 de Roger de Vlaminck, vainqueur de 72 à 77. 2 victoires pour Giuseppe Saroni en 78 et 82. 2 victoires pour Francesco Moser, 80-81. Tommy Rominger a gagné en 89 et 90. Du côté des Français, 2 podiums pour Charlie Mottet et Gilles Deslions, c'était en 89 et 90 également. Et puis dans les années 2000, victoire de Paolo Bettini en 2004, de Pippo Pozzato en 2003, Andreas Klöden en 2007, Cancellara en 2008, Cadel Evans en 2011, Vincenzo Nibali 2012-2013, Contador en 2014, Quintana 2015, Van Avermaet 2016, Quintana de nouveau en 2017, Kwiatkowski en 2018, Roglic en 2019, Yates en 2020 et puis Pogačar en 2021, en 2022, en sachant que c'est à partir des années 2010 où la course est devenue beaucoup plus montagneuse. Auparavant, la course était vraiment de la moyenne montagne. L'idée était surtout de se préparer pour les classiques flandriennes et ardennaises, notamment la victoire en 2005 d'Oscar Freire devant Petacchi. On a Zabel également qui a parfois fait podium sur cette course. Donc à une époque, c'était pas forcément une course de montagne, c'est devenu une course de montagne au fur et à mesure des années. On regarde tout de suite les équipes au départ. Bien entendu, la starting list est pas encore complétée, vu que la course démarre lundi. Du côté d'AG2R, on partira avec Ben O'Connor, Benoît Cosnefroy, Greg Van Avermaet. Alpecin part bien entendu avec Van Der Poel et Jasper Philipsen. Astana part avec Cavendish et Lutsenko. Du côté de la Bahreïn, on part avec Mohoric, Landa et Caruso. Du côté de la Bora, on aura Vlasov, Kemna, Janeley, donc une belle équipe de montagne. Du côté de la Cofidis, on aura Davide Cimolai, Guillaume Martin et Simone Consoni, avec Victor Lafay. La Total Energy, Peter Sagan. Du côté de EF, on aura Bettiol, Groupama, Thibaut Pinot et Madouas. Ineos, Viviani, Arensman et Geraint Thomas. Du côté d'Intermarché, Guillermey et Mike Tennyson. Du côté de la Jumbo, Van Aert, Roglic, ça c'est un petit peu la surprise, et Attila Walter. Du côté de la Movistar, Alexa Rambourou, Gaviria et surtout Henrik Mas. Du côté de la Soudal Quickstep, Julien Lafilippe. Arkea avec Warren Barguil. Stibar pour la Ijaiko. Du côté de la DSM, on aura Dainese et les Knessoun. Du côté de la Trek, on aura Ciccone, Quinn Simon. Du côté du AE, Almeida, Kovi, Molano et Adam Yates. Du côté d'Israël, Marco Frigo. Du côté des Holocometa, Lorenzo Fortunato. Zocareto du côté de Green Project. Et puis Q36.5, Coratec et la Tudor n'ont pas encore annoncé les coureurs qui seraient au départ. Donc on ne sait pas encore qui sera au départ sur ces épreuves-là. Peut-être des surprises sur les listes de départ pour plus tard. On regarde tout de suite les favoris pour cette course. Je rappelle que vous ne pouvez pas me tenir responsable de vos paris sportifs. Moi, je vous déconseille de faire des paris sportifs. L'objectif de ces entreprises, c'est que vous perdiez de l'argent. Comme ça leur permet, d'elles, d'avoir des bénéfices. Si elles donnent de l'argent à tout le monde, elles ne sont pas prêtes de s'en sortir. Du côté des favoris au général, je rappelle également que j'enregistre, nous sommes le 3 mars, il est 15h20. C'est-à-dire qu'encore une fois, la liste de départ n'est pas complète. Moi j'ai mis Roglic parce que s'il a décidé de démarrer sa saison en Italie avant d'aller en Catalogne, c'est que je pense qu'il avait envie déjà d'avoir un peu plus de jours de course pour le Giro, mais surtout que il doit avoir quand même un minimum de conditions physiques quand même pour le départ. Henrik Mas,
c'est quand même le seul qui a réussi à résister à Pogacar sur le Tour d'Andalousie, c'est-à-dire qu'il est en grande condition physique, il sera très motivé, sans avoir Pogacar, sans avoir Vingegaard face à lui, c'est peut-être une belle opportunité pour lui pour gagner une course d'une semaine. Mais il faudra faire attention, il y aura également Vlasov parmi les favoris, toujours très bon sur les courses d'une semaine. Le contre-la-montre, ça va l'aider pour prendre le lead dans son équipe, le leadership, parce que forcément Jane Lay va perdre du temps et que lui, il va plutôt faire partie des coureurs qui vont être bien placés après le contre-la-montre. À suivre, Landa. C'est dommage, il y a le contre-la-montre pour Landa, une belle adversité aussi, donc ça va peut-être être pas si facile que ça pour lui. Guillaume Martin. Ça va permettre de voir où il en est. Guillaume Martin, il fait rarement des très très gros débuts de saison. L'année dernière, ça a été un petit peu compliqué pour lui. Il a été à la recherche d'une victoire d'étape, ça n'a pas trop marché. Donc là, il va peut-être repartir dans l'idée d'aller chercher la gagne générale, Guillaume Martin. Et puis il y aura l'idée de repartir sur de bonnes bases, parce que c'est vrai que 2022 a peut-être pas forcément été super facile pour lui. Et puis Adam Yates. Pourquoi Adam Yates? Parce que il a gagné la dernière étape de l'UAE Tour, donc je pense que il est monté en puissance sur cette UAE Tour, que je pense que Almeida va certes prendre un petit peu d'avance au niveau du contre-la-montre. Par contre, sur les murs de certaines arrivées, ça va être compliqué. On sait que c'est pas forcément le meilleur sur des étapes un petit peu abruptes, il aime les montées plutôt longues, et ça va peut-être être un problème pour Almeida sur cette semaine. Du côté des favoris sprinters, moi j'ai mis Gaviria. Il fait plutôt un très bon début de saison. Il est toujours très très bien placé, notamment face à Groenewegen, face à Jacobsen. Il a fait plutôt des bons sprints, notamment sur le Tour de San Juan. Je mets Guilherme parce qu'il y a quelques étapes qui peuvent lui convenir, Guilherme, et qu'il a quand même pas mal de jours de course dans les pattes, donc c'est plutôt pas mal. Molano, lui aussi passe plutôt bien les bosses et il est en forme. Le coureur du AE, le seul problème c'est qu'il va devoir faire avec des coureurs qui jouent le général, ça va pas forcément être facile. Du côté des coureurs à suivre, moi j'ai mis Jacobsen. J'y crois pas trop, Jacobsen super leader, déjà parce que j'ai l'impression qu'il a décalé son pic de forme par rapport à l'année dernière. L'année dernière, à ce moment-là, il était très en forme. On se souvient de Paris-Nice, mais même auparavant, il était très en forme. Et ça lui a peut-être coûté en mois de juillet. Peut-être qu'il a décidé d'être performant un peu plus tard dans l'année, donc ce qui fait que ça peut être peut-être compliqué. J'ai pas mis Cavendish, j'ai pas mis non plus Van Der Poel. Cavendish, parce que sur l'UAE Tour, ça n'a pas forcément été facile, et que si on a des arrivées techniques, Cavendish, il n'aime pas trop ça. Van Der Poel, c'est sa course de reprise, donc peut-être que sur les premiers jours de course, ça peut être un petit peu compliqué, surtout qu'il a fait quand même une grosse saison de cyclocross, donc peut-être qu'il aura des objectifs un peu plus tardifs. Et puis Nasser Boigny, même si il aura déjà fait l'Estradé, Van Der Poel, mais voilà, parfois c'est un petit peu plus compliqué, surtout qu'il n'aura pas forcément une grosse équipe. Philipsen, je ne l'ai pas mis non plus, je ne vais pas vous mentir, je l'ai un peu oublié au départ sur la start list, et j'ai décidé de mettre d'autres noms à la place de Philipsen. Et puis Nasser Boigny parmi les coureurs à suivre, parce que ça va être sa première course par étape, donc voir comment il va s'en sortir au niveau... une première grosse course par étape World Tour, voir comment il va s'en sortir Nasser Boigny. Du côté des horaires, le programme télé, c'est sur Eurosport 2 pendant toute la semaine. Du côté des horaires, que je les retrouve de lundi à vendredi sur Eurosport 1, à 13h15, c'est pas sur Eurosport 2, ça sera bien Eurosport 1. Et samedi 11 et dimanche 12 sur Eurosport 2 à 15h. Voilà pour les différentes étapes de ce Tirreno Adriatico. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!